Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve pour réviser la biomécanique du coude. On va commencer par l'ostéologie de la palette humérale. L'axe est dévié vers le bas et le dehors de 10 à 15 degrés, ce qui crée un valgus physiologique en extension mais garde une rectitude en flexion avec le radius et l'una alignée sur l'humérus. La trochlée possède une gorge asymétrique centrale avec deux joues convexes, la médiale étant plus développée. Latéralement nous avons l'épitrochlée. La trochlée est en avant de l'axe d'environ 30-45 degrés. Elle est convexe avec une incisure unaire concave permettant les mouvements spiroïdaux. L'incisure trochléaire de l'ulna est l'inverse de la palette. L'épicondyle latéral est une demi-sphère qui est suivie par le capitulum et qui s'articule avec la cupule du radius. La zone capitulotrochléaire permet le passage d'une forme sphérique à asymétrique. Ensuite, l'articulation radio-ulnaire supérieure est composée de l'ulna et du radius. L'ulna possède une incisure trochléaire et radiale permettant la pronosupination. Sa tête est distale. Alors que le radius possède une cupule concave s'articulant avec le capitulum et la circonférence radiale de l'ulna, incisure. Sa tête est proximale, ovalaire pour permettre le passage de la tubérosité bicipitale lors des mouvements de pronosupination. L'axe du mouvement passe par la tête radiale au niveau supérieur. Distalement nous avons l'articulation radio-ulnaire inférieure, où l'axe passe cette fois-ci au niveau de la tête ulnaire distalement. Pour l'ulna, on aura donc sa tête étant distale. Elle épouse la cavité sigmoïde du radius et sa facette terminale avec le ligament triangulaire du carpe ou TFCC ressemblant à un disque, voire ménisque. Donc le TFCC va du radius au processus styloïde-ulnaire. Il s'oppose à l'écartement, cisaillement et compression. Enfin le radius est en forme de manivelle afin de contourner l'ulna. Il possède aussi un processus styloïde. C'est lui qui bouge lors des mouvements de pronosupination. Après les articulations, nous avons les structures ligamentaires de l'huméro-radio-ulnaire. D'abord en médial il y a trois faisceaux qui s'insèrent sur le condyle médian. Ils stabilisent, partagent les contraintes et leur activation selon l'amplitude. L'antérieur se finit au niveau du bord antérieur de l'incisure radiale, en dehors du processus coronoïde. Le faisceau moyen va en dedans du processus coronoïde. Le faisceau postérieur va en éventail sur la face médiale du processus olécranien. Ensuite en latéral, il y a aussi trois faisceaux qui s'insèrent par contre sur le condyle latéral. L'antérieur se finit au niveau du bord antérieur de l'incisure radiale. Le moyen en arrière de l'incisure radiale de l'ulna. Et le postérieur en éventail sur la face latérale de l'olécrane. Les structures ligamentaires radio-ulnaires. Pour la radio-ulnaire supérieure, ils vont permettre de maintenir la tête radiale. C'est composé du ligament annulaire se trouvant en avant de l'incisure radiale de l'ulna pour aller en arrière de l'incisure radiale de l'ulna. Il va donc contourner. Du ligament carré de dénussé allant du col radial au bord inférieur de la fossette radiale permettant lui la coaptation. Pour la radio-ulnaire inférieure, les ligaments sont horizontaux et assurent la coaptation du disque articulaire radiocarpien avec le TFCC. Nous avons le ligament radio-ulnaire palmaire qui limite le diastasie avec son homologue postérieur. Et donc le ligament radio-ulnaire dorsal. Au niveau des structures passives, non ligamentaires, nous retrouvons la membrane interosseuse qui a un rôle de frein à l'ascension de la tête radiale surtout en chaîne cinétique fermée. Elle permet la coaptation et la congruence. Elle est composée de trois structures. Pour la face antérieure, avec des fibres de dehors vers le haut en partant de l'ulna, limitant l'ascension. Pour la face postérieure, des fibres vers le haut et en dedans en partant du radius, limitant la descente cette fois-ci. Et enfin il y a la corde oblique de Wettbrecht s'insérant sur la crête supinatrice du radius et qui est un frein à la pronosupination. Deuxième structure, la capsule articulaire, elle est proximale des fossettes conoïdes jusqu'en dessous de la tête radiale. Elle est résistante et épaisse surtout antérieurement, et mise en tension en pronosupination. Enfin dernier point, la myologie et les mouvements. La flexion est permise par les muscles biceps, brachial et brachioradial. Quand le coude est en extension, ces muscles sont coaptateurs. À 45 degrés,
une composante rotatoire s'ajoute et elle sera maximale à 90 degrés. L'extension est produite par l'action des muscles anconés et triceps brachial. L'effet poulie est fait par la réflexion du tendon tricipital sur l'olecrâne. À 45 degrés, efficacité maximale de la CR et CL. Et à 90 degrés les forces sont opposées mais grâce à l'effet poulie il n'y a pas de perte de force. Les mouvements de pronation est faite par le rond pronateur et le carré pronateur. Pour la supination, ce sera le supinateur. Ce qu'il faut savoir également c'est que le carré pronateur est un coaptateur actif sur la radio ulnaire inférieure. L'ulna reste toujours fixe, c'est la tête radiale et le bloc radiocarpien distal qui font une rotation. La styloïde radiale est plus basse de 2 mm que la styloïde ulnaire, évitant un conflit osseux lors de la supination. Et voilà c'est finito pipo pour la biomécanique du coude, bon courage!